Nous venons de discuter d'une thématique chère à lui et à moi, d'un constat. Nous venions de terminer les Vodou Days, que la presse internationale a surqualifié, apprécié, et pour lesquels elle a été dithyrambique. Mais nous deux, mais pas seulement, je peux dire aussi que c'était l'opinion au sommet de l'État. Nous n'étions pas satisfaits de la prestation qui a eu lieu dans la nouvelle arène conçue exprès à Ouidah pour cela. Et notre constat a été de dire que c'est une chose d'avoir les Egungun dans la cour du quartier ou dans la cour du village. Autre chose, c'est de les emmener dans une arène grande, internationale, à Mondiovision. Lui, il est un homme de théâtre, un homme de spectacle. Moi, je suis un homme de patrimoine, attentif à la qualité de ce qu'on peut faire de ce patrimoine-là. Donc, notre échange est parti de là. Je lui ai dit, bon, je vais te proposer une introduction. Je vais proposer aux collègues qui seront présents, aux étudiants qui seront présents, une introduction qui sera une question: comment faire vivre notre héritage aujourd'hui? Comment faire vivre notre patrimoine aujourd'hui? Pour qu'il ne soit pas folklorisé, qu'il ne soit pas perçu comme un simple folklore d'amusement. Et j'aimerais que le débat soit libre. Alors, comment faire vivre notre héritage? Nous distinguons le patrimoine, l'héritage matériel et l'héritage immatériel. Le matériel et l'immatériel. Qu'est-ce que nous mettons dans ces deux mots-là? Pour nous, le matériel, c'est deux choses importantes, deux ensembles. Ce qu'on appelle le patrimoine mobilier et le patrimoine immobilier. Les trésors, les récades, les assins qui nous ont été restitués par la France, c'est ça le patrimoine mobilier. Les grandes statues représentant les esprits des rois, c'est ça aussi et surtout le patrimoine mobilier. Le patrimoine immobilier, ce qu'on met dedans, ce sont nos sites et monuments qui viennent de notre histoire. C'est le cas des palais. Et notre territoire est émaillé de palais du nord au sud. Ça signifie qu'il y a eu de grandes traditions d'organisation du pouvoir. C'est le cas d'un fort comme le fort portugais à Ouidah. Ça veut dire que notre pays a été marqué dans son histoire par la traite négrière dont il porte physiquement les traces. C'est le cas beaucoup plus étendu, plus nombreux, de ce qu'on appelle les couvents vaudous et autres des religions traditionnelles qui émaillent l'ensemble du territoire national et qui nous viennent de très loin. C'est le cas des forêts sacrées, etc., etc. Ça, c'est le patrimoine immobilier, c'est l'immobilier. Et puis, il y a le patrimoine immatériel. Tout à l'heure, on a commencé, les organisateurs sont allés chercher, mais panégyrique. Un élément de la tradition orale, le professeur Wanou est là, c'est un éminent, je dirais, spécialiste, professeur, connaissant bien ces choses-là. Le panégyrique, littérature orale, font partie de notre patrimoine immatériel. Il y a beaucoup d'autres éléments dans ce patrimoine immatériel. Nos chants, nos danses, mais aussi nos savoir-faire, le savoir-faire des forgerons, le savoir-faire des tisserands, le savoir-faire des potiers, des potières. Tout ça, nous le classons dans le patrimoine immatériel. Et tout ça, que ce soit matériel et immatériel, est aujourd'hui apprécié et géré
collectivement au niveau international par ce qu'on appelle les conventions, notamment les conventions de l'UNESCO, disons des Nations Unies, qui donnent des orientations sur comment les conserver. Mais un élément important sur lequel on n'insiste pas beaucoup, c'est que quand on parle d'héritage ou de patrimoine, je fais les deux mots des synonymes. La principale ou la première démarche, c'est l'inventaire. Pouvoir disposer de l'inventaire. Et de l'inventaire, pas de tout, des choses significatives. Et qu'est-ce que c'est que les choses significatives? C'est là où il y a aussi un travail de réflexion pour que chaque pays, chaque communauté dégage les choses qui sont significatives pour elle. J'ai été, comme on l'a souligné tout à l'heure, directeur de la culture à l'UNESCO. Et quand la Convention 2003 du patrimoine immatériel était en chantier, il y a eu un long débat qui a conduit à ce que je peux appeler aujourd'hui à son appauvrissement, puisque je ne suis plus en fonction à l'UNESCO. Appauvrissement sur deux points. Une grande puissance internationale, les Chinois, ont refusé de considérer les personnes que nous appelons aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont détentrices de ces exceptionnels, les trésors humains vivants. Concept développé par exemple, les Japonais, que beaucoup d'autres pays ont repris. Mais pour des questions idéologiques communistes, la puissance chinoise a dit non, il faut exclure cette catégorie-là de trésors humains vivants du patrimoine immatériel. On ne peut rien faire au niveau international par rapport à ça, parce qu'eux, ils sont communistes. Quand on est communiste, l'individu ne représente rien. Donc, cette dimension qui aurait pu être importante et faire célébrer, comme nous entendons le faire par exemple, dans la récupération des lois qui sont en cours au Bénin, que ce soit ces artistes, musiciens, de tambour, de gangan, etc., qui ont un véritable savoir-faire pour les récupérer, les accompagner, n'est pas possible dans la Convention internationale liée au patrimoine immatériel. Deuxième élément d'appauvrissement pour moi, nous avons des rites ou des rituels de courage. Dans certaines cultures du nord de notre pays, même au sud ici, quand on prend les Egungun, il y a des moments de bastonnade qui sont des rituels. Et vous prouvez que vous êtes un homme dans l'initiation si vous résistez les dents serrées sans verser une lame à cette bastonnade. C'est des épreuves de courage, on les appelle dans la tradition, je dirais, anthropologique et ethnographique. Et ces épreuves de courage ont été considérées comme de la maltraitance. Comme aujourd'hui, toucher un enfant peut être de la maltraitance. Et l'étude de ces épreuves de courage par rapport à ce qu'elles peuvent donner a été exclue de ce que sur le plan international, nous considérons que le patrimoine culturel immatériel. Mais en son temps, je disais, ça reste quand même du patrimoine intéressant pour les peuples et les populations et qui les ont fondés pour une raison précise dans leur histoire. Pour la petite histoire, on dit que les Américains ont perdu leur guerre en Afghanistan et ailleurs parce que justement leurs soldats n'étaient plus habitués au courage de voir le sang. Et que comme c'est des peuples qui avaient des épreuves de courage, et facilement, ils sont venus à bout, ils ont pu résister devant cette super puissance américaine qui avait toutes les armes les plus sophistiquées, mais dont les hommes n'étaient pas habitués, justement, n'étaient plus habitués à ce courage physique, par exemple, de voir le sang couler. C'est un petit détail. Donc, c'est pour dire que chacun, en fait, selon son histoire, sa culture,
devrait être attentif à ce qu'il met, ce qu'il intègre dans son patrimoine immatériel, et non se référer uniquement aux textes internationaux qui codifient le patrimoine immatériel, parce que les textes internationaux, j'en ai l'expérience, j'ai participé à leur fabrication, sont des consensus maximal, et dans ces consensus-là, certaines grandes puissances ont droit de supprimer, d'éliminer ou tout simplement d'imposer ce qu'ils veulent, et ce qu'ils ne veulent pas ne peut pas être dans ça. Il faut comprendre ça. Ça m'amène à un second élément du point de discussion que je voudrais établir avec vous. C'est la transmission et la valorisation de ce que nous appelons notre patrimoine, notre héritage. Comment on le transmet, comment c'est transmis, comment ça a été transmis à nous-mêmes, comment ça a été transmis, c'est en train d'être transmis à nos enfants, à nos petits-enfants. Et c'est une question importante parce que c'est aussi lié à sa valorisation. Quand j'étais directeur de l'école du patrimoine africain, et avant même de fonder l'école du patrimoine africain, nous avions lancé une vaste enquête sur une trentaine de pays africains, toutes langues confondues. C'était pour savoir qu'est-ce que l'école africaine transmettait, enseignant aux enfants africains par rapport à leur histoire et leur patrimoine culturel. C'est une question importante pour cerner un peu la mentalité des Africains. Et j'avais personnellement insisté, organisé, cherché des ressources pour cette enquête. Pour certaines personnes paraissait superflu, parce que j'avais été choqué à Addis Abeba par un débat que j'ai eu avec Marcel Diouf, qui était haut fonctionnaire à l'époque à l'OUA et qui traitait des questions culture. Et il m'avait dit quelque chose qui m'a choqué, qui continue de me choquer, que la plupart des chefs d'État africains considèrent les cultures africaines comme l'obstacle principal au développement de l'Afrique. Je n'en revenais pas à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, alors qu'on entend des discours culturels. Lui, le premier responsable, il me dit, petit frère, j'étais de loin son petit frère, je peux te dire que dans les sommets des chefs d'État, la plupart des chefs d'État africains, par rapport aux critiques qui leur sont faites du retard de l'Afrique, ils considèrent la culture africaine comme le principal obstacle au développement du continent. Et c'est pour cela que dans les sommets, tous les dossiers culture, on les retrouve sur la table, ils ne les touchent pas. Ils n'en débattent jamais. Je ne sais pas si ça a changé, mais ça n'a pas beaucoup changé. Le président Talon doit être un des rares. Parce que l'Union africaine, l'OIA de l'Union africaine, n'a toujours pas de poste de commissaire, ni même de directeur de culture. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, vous n'avez pas quelqu'un qui a rang de directeur chargé de la culture au sein de l'Union africaine. Les personnes qui s'en occupent sont sous-fil d'un truc, jeunesse, sport, handicapés, enfants, etc. Et pourtant, nous entendons beaucoup de discours, etc. Donc, ce constat m'avait choqué, véritablement. Comme m'avait choqué le comportement de beaucoup de nos hauts cadres qui sont dans des positions importantes de décision par rapport à la République et qui sont méprisants par rapport aux acteurs de la culture. Ils considèrent la culture comme du folklore, c'est danser. On veut organiser une conférence, on appelle des gens là, ils viennent danser rapidement, 10-15 minutes et puis c'est fini. C'est ça la culture pour eux.
beaucoup de hauts cadres dans des positions de responsabilité sont dans cet état d'esprit. Et ce sont nos frères, ce sont nos enfants qui ont un certain âge. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'éducation en Afrique. C'est pour ça que nous avions lancé cette vaste enquête, pour savoir, mais qu'est-ce que... Parce qu'il y a deux choses, il y a deux canaux de transmission principaux, hein. La famille et l'école. Alors, qu'est-ce que notre école, c'était l'objectif, on n'a pas étudié pour la famille, qu'est-ce que l'école africaine, qu'est-ce que l'école dans les pays francophones transmet aux enfants africains sur leur cursus jusqu'au cours secondaire, avant qu'ils se spécialisent à l'université. Et les résultats de cette enquête étaient dramatiques, ce n'est pas grand-chose. En fait, quand on va en profondeur, on se rend compte que dans les années 60, les années 70, on a à peine dépoussiéré les programmes que l'administration coloniale a lancés. Et puis, on a introduit quelques petits trucs, histoire nationale, machin, etc. Et quand je faisais cette étude-là, une chose qui m'avait encore choqué, il y a un livre que moi j'ai utilisé au CM2, le livre d'histoire, Histoire de la République du Dahomey. Après, c'est devenu Histoire de la République populaire du Bénin, par Jean Pliat. Je me rends compte que mon fils, au CM2, c'est le même livre qu'il utilise, qui est au programme. Je ne sais pas si ça a changé, ça n'a pas beaucoup changé, ça doit être à peu près le même qu'on réhabille. Et ça, l'historien de formation que je suis en était scandalisé. Je dis, je connais les thèses qui ont été écrites. Jean Pliat, à l'époque, quand il écrivait à son âme, quand il écrivait son livre, c'est en fonction des connaissances disponibles. Mais ça a été largement dépassé. Je connais les thèses, les chercheurs écrivent des thèses, mais, et c'est là où c'était intéressant, le hic, c'est que toutes les recherches que vous, vos frères, vos sœurs, nos savants ont faites, sont rarement transcrites dans les programmes. Rarement. Parce que pour le faire, c'est les instituts pédagogiques nationaux, dont c'est la mission. Or, ces instituts sont faibles. J'ai organisé 3 réunions des instituts pédagogiques nationaux en Afrique pour discuter de cette question. Comment se fait-il qu'ils ne mettent pas dans les programmes des choses intéressantes et capitales pour les cultures locales? C'est tout aussi valable pour notre environnement. On parle aujourd'hui beaucoup d'écologie. Nos grands-parents, nos grands-mères connaissaient les plantes et pouvaient très rapidement aller à côté, prendre une plante, faire une tisane. Aujourd'hui, nous en sommes incapables. Nous avons perdu la maîtrise de la connaissance de notre environnement. Ça veut dire que les lieux où ça doit se transmettre, principalement la famille et l'école, n'ont pas les outils pour les transmettre. Et quand on s'adresse à l'école, qui est justement la plus grande fabrique de transmission, on se rend compte qu'il n'y a rien sur ça. Donc c'est normal qu'on arrive à des adultes en position de responsabilité qui ne savent rien, ni de leur environnement, ni de leurs racines, ni de leur culture. Il n'y a pas de hasard, en fait, on ne devrait pas avoir d'étonnement quand on regarde ça de près. Je pensais, réfléchissais sur ces sujets quand j'ai croisé Modibo Diarra, grand mathématicien, astrophysicien de la NASA, à l'époque, qui envoyait des sondes sur la Lune. Il m'a dit, mais monsieur Godono, j'ai fait la même chose que vous, j'ai étudié le contenu des sciences en Afrique, et je peux dire qu'on enseigne, c'est le 19e siècle. On enseigne plus ça dehors. Bon, qu'on enseigne plus ça nulle part, que c'est en Afrique que lui voit des programmes comme ça. J'ai dit, ah bon, ben, je croyais que c'était seulement mon domaine. Et ceci étant, c'était en 91 où je me suis retrouvé en Angola, avec, c'était la fin de la guerre, un peu en Angola, le ministre de l'éducation de l'Angola, qui m'a dit, mais au moins vous avez des programmes chez vous là. Nous, on n'a rien. On n'a même pas le début d'un programme, les Portugais n'ont rien laissé. J'ai dit, ben, c'est une chance à vous maintenant de fabriquer, disons, vos programmes. Donc voilà. Et en même temps,
Quand on revient à l'autre acteur de transmission, la famille c'est quoi finalement? Les enfants passent le plus clair du temps à l'école, ils n'apprennent pas grand-chose sur leur culture, les parents travaillent, le temps qu'ils peuvent passer ensemble, c'est le temps de la religion, des traditions de dimanche, ils vont à l'église ou ils sont musulmans. Et dans ces espaces de convivialité, ce qu'on leur transmet est très loin. Et quand, de temps en temps, dans la famille, il est resté quelques personnes qui s'intéressent au vaudou, aux traditions ancestrales, c'est un peu bizarre, c'est considéré, la tante là, vraiment, l'oncle là, c'est un sorcier, c'est une sorcière, il ne faut pas trop s'approcher de ça, etc., etc. Ce sont les comportements dans nos sociétés. Donc, nous sommes fabriqués pour avoir une idée négative de nos traditions et de notre environnement. Et une méconnaissance totale. Donc, voilà ce que c'est que l'homme africain, le jeune africain, tel qu'il est fabriqué par ces institutions de transmission et qui sont la famille et l'école. Et cela explique tous les constats qui m'ont choqué, les rocades qui jusqu'à aujourd'hui considèrent le Egungun ou le Zangwetor ou l'ensemble de nos traditions, la sortie des différentes divinités comme du folklore, au mieux pour s'amuser, sinon au pire comme des choses à tenir vraiment à bonne distance pour ne pas être dérangé. De ce point de vue, notre relation à la colonisation nous a totalement lessivé l'esprit. Alors, j'aimerais parler maintenant de notre cas concret au Bénin, qui a un gros avantage par rapport aux autres pays. Le Bénin a été un pays dynamique dans son histoire, toujours. On l'a traité de quartier latin de l'Afrique, d'enfants malades. Aujourd'hui, on le traite du pays du renouveau. Beaucoup de pays nous regardent parce que de nouveau, il y a quelque chose toujours qui se passe au Bénin qui intéresse le monde. Et je dois dire que ce qui se passe au Bénin qui intéresse le monde et qui commence à rendre les Béninois fiers de cette culture qu'ils avaient l'habitude de cacher, a maturé et a bénéficié de l'accession au pouvoir en 2016 du président Talon. Et c'est intéressant de savoir comment ce cheminement s'est fait. Quand le président Talon, qui est un homme politique, un homme d'affaires, après avoir réfléchi et pensé qu'il devait se lancer en politique, a décidé de faire un programme, d'avoir une vision, révéler le Bénin. C'est un homme d'affaires qui se dit, écoutez, bon, moi, je fais le bilan de ce que j'ai. Je veux présider, conduire ce pays. Qu'est-ce que ce pays a? Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de minerais spéciaux. Il produit peut-être du coton, mais bon, ça ne va pas très loin. Mais quand même, on fait l'effort pour avoir le meilleur coton, être le premier producteur en Afrique de l'Ouest. Et après, il y a quoi? Sur quoi ce pays-là, classé parmi les plus pauvres, peut s'appuyer pour se développer? Et il a reconnu que ce pays avait une grande histoire. Ça a été un pays de royaume, de royauté. Ça signifie beaucoup de choses quand on parle en termes de patrimoine matériel. Et que ce pays a participé à un phénomène international, est reconnu dans la route, disons, de l'esclave. C'est de ce pays qu'est parti le vaudou, religion traditionnelle qu'on peut craindre ou ne pas craindre, mais qui a essaimé dans le monde. Quand vous dites vaudou, c'est référence Bénin. Vaudou Orisha, bon, Bénin, Nigeria.
mais vous dites Vaudon, c'est Bénin, quoi. Il n'y a rien à faire. Donc, il a dit, ben, on se développe à partir de ce qu'on a, de plus cher. Et ce que ce pays a de plus cher, c'est sa culture, ses traditions, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et ça, c'est le changement de paradigme radical. On n'est plus à considérer la culture comme, bon, 10-15 minutes d'animation quand on veut faire une conférence internationale. On n'est plus à considérer les acteurs culturels comme des gens perpétuellement à la recherche de l'aumône, de ce qu'on va leur donner, mais on est à considérer la culture comme un véritable pilier de développement. Le niveau des investissements a radicalement changé. J'étais au Bénin, un peu en dehors du Bénin, quand il y a eu l'affaire du milliard culturel, où tout le monde était content. Aujourd'hui, les investissements culturels, aussi bien en termes d'équipement que de mise en place de programmes, ce n'est pas achevé, sont autour de 2000 milliards, pas du milliard culturel. C'est un changement de dimension radicale qu'aucun pays africain n'a en ce moment. C'est pour ça que quand nous recevons, quand je reçois les collègues africains, je dis, hey, je suis un Africain comme vous, je connais la situation dans les pays, j'ai connu la situation dans mon pays avant, je la connais aujourd'hui parce que je suis prêt. C'est différent. Parce que ici, il a été décidé que la culture était un pilier de l'économie et que le ministre de la Culture n'est pas le seul dans le bateau. Il a un pouvoir plus large et le ministre des Finances est aussi ministre de la Culture puisqu'il doit veiller aux investissements nécessaires dans ce secteur. Donc voilà où nous en sommes. Avoir mis la culture très haut en disant que c'est ce que nous avons, ça doit être le pilier de notre économie, en donnant même des indicateurs économiques, il faut que ça contribue pour 10% du PIB, création de richesses et d'emplois. Ça demande des professionnels pour mettre en place tout ça, des critères d'évaluation, etc. Et en appuyant sur deux leviers importants. La recherche de ce qui peut être valorisant pour nous, ça a été les trésors royaux d'Abomey. Je reviens au palais royal d'Abomey. Chaque territoire ayant ses spécificités, mais du point de vue de la culture, on dit tiens, on a des trésors royaux d'Abomey qui ont été pris pendant la guerre coloniale importante que la France a livrée au Bénin. Il y a un mouvement des intellectuels, bon, on s'engouffre dans ça, on demande la restitution. Et puis, quel est l'élément le plus emblématique de notre culture, qui est notre marqueur national, quelle que soit par ailleurs notre appartenance religieuse, le vaudou. On s'intéresse au vaudou pour le présenter comme il devrait être présenté, non pas un facteur négatif de la société béninoise ou des sociétés dans lesquelles il s'est implanté, notamment au-delà de l'Atlantique, dans les Caraïbes, les Amériques, et partout où il s'est implanté. On le présente dans ce qu'il a de valeur comme religion, comme spiritualité, en le séparant des traditions, je dirais, négatives qui lui ont été accolées. Donc, deux choses importantes. Patrimoine mobilier, trésor, musée à construire et patrimoine immatériel, vaudou et tout ce qui tourne autour du vaudou. Pas pour faire des Béninois des vaudouisants, non, mais pour en faire la base, la structure de notre reconnaissance culturelle et intellectuelle, et pour nous pousser nous-mêmes, parce que révéler le Bénin, comme le disait le président de la République, c'est déjà le révéler aux Béninois eux-mêmes d'abord, et avant de le révéler à l'extérieur. Et moi qui ai suivi et organisé techniquement la restitution
des 26 trésors et l'exposition qui a suivi, je peux vous dire que ça a été des moments clés à chaque fois, où des décisions qui n'ont l'air de rien, mais qui ont été éminemment stratégiques, ont été prises. Quand nous avons fini la négociation avec les partenaires français, très bien passé, parce que le président Macron lui-même était bien disposé, comme vous le savez, à commander une étude et à dire à Ouagadougou qu'il devait restituer le patrimoine africain. Bon, le Quai Branly a fait le paquet et a dit on vous les amène à Cotonou, à Air France. Et puis, ça a été non. On vient les chercher. Certains à l'époque ont dit mais pourquoi les gens ils vont nous amener ça? Pourquoi on va encore payer nous-mêmes pour aller chercher? Mais la réflexion était celle-ci. Oui, on va nous les amener. Air France arrive à 22-23 heures la nuit en catimini. Bon, dans les quais, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils arrivent à Cotonou en plein jour et qu'ils soient présentés en plein jour à la population. D'abord, premier élément, les accords de restitution de ce type pour tous les pays qui les ont fait avant nous, parce qu'il y en a eu, se passent au mieux au niveau le plus élevé entre ministres de la culture. Ici, la diplomatie béninoise a obtenu que cela se passe à l'Élysée en présence des deux présidents. C'est deux ministres de la culture qui ont signé la restitution, le transfert, comme on dit, des œuvres au Bénin. Mais vous verrez sur la photo, je l'ai là, le président Talon et le président Macron étaient là. Et la cérémonie a eu lieu au palais de l'Élysée et non au ministère de la Culture et non au Quai Branly en France. C'est un symbole fort. Donc, deuxième étape, on vient les chercher nous-mêmes. Ça veut dire qu'on affrète un avion spécialement. Et quand on affrète un avion, c'est pas Roissy, c'est pas Orly, c'est Beauvais pour ceux qui connaissent. C'est compliqué, ça coûte cher, il faut aller chercher, veiller, le stockage, tout ce travail, tralala, il faut le faire. Et ça coûte aussi. Mais ce qui s'en est suivi de fierté, cet avion qui atterrit, disons, j'ai des photos, ce défilé de jour dans Cotonou et cet accueil au palais, c'était important, c'était symboliquement important. D'autant plus que c'est l'ensemble des composants des communautés nationales, y compris des chefs traditionnels, qui a été invité. Ce n'était pas un événement tourné sur Abomey, non. C'était un événement qui a été voulu national. L'exposition qui a été faite aussi au Palais de la Marina, que j'ai eu la responsabilité de coordonner, a eu, comme vous le savez, un succès fabuleux. D'habitude, on est autour de 40 000 visiteurs les belles années pour ce type de choses dans les musées du Bénin. Là, en 3 mois, on est passé à 350 000 visiteurs. En 3 mois. Et c'est venu de partout. Nous avions mis une jauge à 600-700 visiteurs maximum par jour. Nous sommes retrouvés à des jours à 10 000 visiteurs. Et il y avait un intérêt pour cela. C'est pour ça que les gens se sont déplacés, sous la pluie, sous le soleil. Et la lecture de ces moments, de ces événements, c'est aussi important pour nous. Ça veut dire que ces œuvres ont parlé. Ont parlé à celles et ceux qui sont venus les voir. Et en même temps, il a fallu régler par rapport à cet héritage qui retourne au Bénin des questions clés. Première question, est-ce que le trône, les grandes statues royales, les assins, on leur fait des cérémonies traditionnelles en les retournant à Abomey? Deuxième question qui s'est posée, est-ce que le trône de Guézo, on le retourne au roi d'Abomey sur le trône? Ces questions qui ont été posées évidemment,
ont été débattus longuement et arbitrés en sagesse. Et ce qui a été arrêté, c'est que désormais, ces éléments témoins de l'histoire d'une partie du peuple béninois deviennent des éléments fédérateurs et symboliques pour l'ensemble des composantes du Bénin. Ce n'est pas seulement une histoire fond, si je puis le dire. Ils sont le symbole de quelque chose qui nous unit en tant que nation. Ils constituent un lien pour la consolidation de notre unité nationale. Et à ce titre, ils appartiennent à tout le monde, à tous les Béninois. Et chacun, et c'était ça la conclusion, peut en faire et doit en faire ce qu'il pense le mieux. Ceux qui veulent prier, ils peuvent prier. Et j'en ai vu des gens, des femmes, des princesses, des vaudounos, vaudoucis, venir au palais dans l'exposition, se mettre à prier au pied de ces objets. Les artistes plasticiens qui veulent venir s'en inspirer, les observer, les écouter, les découvrir, sont libres de le faire. Les simples curieux et tous les jeunes qui veulent venir faire un selfie, une photo, sont libres de le faire. Donc, ils ne sont plus considérés, ils ne sont pas considérés seulement comme des objets sacrés de culte, mais leur sacralité nouvelle fait qu'ils appartiennent à tout le monde. Et c'est une notion de sacralité qui est différente du concept de sacralité dans d'autres cultures. Je dirais par exemple, quand on dit sacré en christianisme ou en islam, le saint du saint, c'est quelque chose de très particulier. La Kaaba, chez les musulmans, la Mecque, c'est ça aussi l'expression du saint du saint. Mais il faut savoir que pour ceux qui les ont étudiés, nos anthropologues, philosophes, ethnologues, sociologues, la notion de ce saint-là est différente. Chez nous, en particulier au Bénin, au sud comme au nord, le marché est un lieu sacré. Quand on dit ça, les gens s'étonnent. C'est pour ça qu'il y a une divinité toujours du marché. Je veux parler des marchés traditionnels, anciens qu'on a connus. Il y a toujours, quand il y a un marché, il y a toujours une divinité du marché. Et il faut qu'on se réapproprie un peu cette façon de penser et ne pas nous calquer sur des notions qui nous viennent en fait d'autres façons d'être au monde. Pour dire que le marché, il est sacré chez nous. Il y a une divinité, il y a des règles quand on est dans un marché. Pour dire que une tombe est sacrée chez nous, est si sacrée qu'on peut aller se coucher dessus. Moi, je dormais sur la tombe de ma grand-mère. Quand on enterre certaines personnes à la maison, ça n'empêche pas, ce n'est pas un interdit de rentrer dedans, etc. On peut aller se coucher dedans. C'est l'esprit qui traverse la communauté particulière, la famille, etc. Donc ces objets reprennent ce type de sacralité, appartiennent à tout le monde. Quant aux descendants actuels se réclamant de la paternité, par exemple, du trône, est-ce que le roi actuel peut monter sur le trône? Il y a une mitigation. Ce trône, pour qu'on le transmette, pour qu'il fasse l'objet de transmission aux générations futures, il n'est plus autorisé de monter dessus. De toute façon, ce n'était pas ce qui se faisait. Mais il peut participer à des cérémonies de la royauté et être présent de façon protégée. Quitte aux conservateurs, aux responsables qui en auront la charge de veiller à ce que les choses se passent bien et qu'il ne soit pas détruit avant de retourner là où on le garde précieusement comme trésor. Donc voilà
la démarche de mitigation qui a été trouvée. Le trône peut être présent dans certaines manifestations culturelles de haut niveau demandées par la royauté, mais il n'est pas utilisé, il est présent. Mais c'était déjà une tradition d'avoir des assins présents, des assins qui étaient pris au musée d'Abomey, qui étaient présents dans les grandes cérémonies royales et qui étaient retournés après au musée. Ça demande une expertise des conservateurs pour qu'ils veillent à ces parcours, à l'aller et au retour, parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir continuer à transmettre ces objets-là comme des témoins de notre culture et de notre histoire. Parce que quand on dit que c'est le trône du Dahomey, que le Dahomey a fait, c'est 47 hectares de palais, il suffit de s'arrêter un peu sur ces choses pour dire, mais une culture qui produit 47 hectares de palais, ça signifie de l'organisation, ça signifie une économie, ça signifie une société d'un niveau extrêmement sophistiqué. Aujourd'hui, nous n'avons pas 47 hectares de palais. Le palais de la Marina ne fait pas 47 hectares. Mais avoir produit 47 hectares de palais, pour les archéologues, les historiens qui savent interroger cette donnée-là, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'était une société hautement organisée. Et c'est notre fierté de le savoir, de le constater et d'en avoir les preuves. Et c'est ce que la plupart des Béninois et des Africains qui sont venus voir cette exposition ont ressenti. Un sentiment de fierté. Donc, on était déjà à ce niveau-là. Donc, tout ce qu'on entend là, le nègre, machin, etc., là, disons, c'est faux. Et il y a eu ce moment de catharsis, sans parler des réconciliations politiques. Il y a eu l'ensemble des présidents, des opposants venir au palais. Donc, ça aussi, c'est le rôle de l'héritage, du patrimoine. Savoir le magnifier pour en faire un lien commun. Le second élément par lequel j'avais déjà commencé mon introduction, les Vodun Days, pour nous appesantir sur les Vodun Days. Les Vodun Days, ça existait un peu, puisqu'il y a le 10 janvier, qui est rentré un peu péniblement dans notre calendrier national grâce à la conférence nationale au travail du président Soglo. Et puis, il y a toujours eu des tensions, des tentations des uns et des autres, des églises, des autres organisations religieuses, de ne pas le considérer, de le supprimer. Et puis, il a été décidé que, de reconnaître cette religion-là, cette spiritualité, ce qu'il a produit, de développer autour des études, et de développer également une manifestation de grande ampleur et qui le magnifie. C'est juste l'objet des Vodun Days, avec comme appui un chantier à Porto Novo. Si vous entrez aujourd'hui dans la ville de Porto Novo, le premier chantier que vous verrez à votre droite en face de la cathédrale, c'est le Musée international du Vodun, qui est adossé aussi à un programme intellectuel sur les recherches, qui est l'encyclopédie universelle du Vodun. Et quand on dit Musée international encyclopédie universelle, c'est partout où le Vodun est semé, parce que les Vodouisants, si je puis dire, sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux en dehors du Bénin qu'au Bénin. Vous avez l'opportunité de le savoir. Que ce soit dans les Caraïbes, à Cuba, que ce soit au Brésil, que ce soit dans tous ces pays-là, il y a beaucoup de Vodouisants, comme on dit, qui véritablement pratiquent. Je ne dis pas qu'ils le considèrent seulement comme une culture de différentes façons, mais qui pratiquent, qu'au Bénin même. Et c'est intéressant d'ouvrir ce champ-là à tous ceux-là pour montrer que cette culture, cette religion, cette spiritualité qui est partie d'ici, de cette petite terre-là, a essaimé dans le monde, donc a une capacité de résilience et d'attraction, malgré comment il est sorti d'ici. On sait qu'il est sorti par la traite négrière. Donc,
c'est tout ça que veut dire ce musée international du Vaudou. C'est pour ça qu'un moment particulier a été mis dans le calendrier national pour justement faire apprécier nos traditions diverses et variées à nous-mêmes et à ceux qui... et pour attirer, justement, comme on dit, pour partager avec les autres. Mais quand on projette ça, quand on dit ça, je vais m'arrêter là pour vous laisser la parole, pour retourner la parole, ça ne signifie pas derrière beaucoup de choses à mettre en place. On se rend compte que ce n'est pas suffisant, comme de faire sortir les Gungun, ce n'est pas suffisant de faire sortir les Angbetor ou les Vaudou, qu'il faut travailler par derrière, que pour cela, il faut peut-être des institutions comme ceci, des gens qui savent ce que c'est qu'une scène, ce que c'est que voilà, la télévision, ce que c'est que. Donc, il y a un passage à faire, un passage qui nécessite des écoles de formation, qui nécessite des programmes dans le milieu scolaire, parce qu'il faut éduquer les gens à voir, à changer de regard sur ces choses. Je vais m'arrêter ici et vous retourner la parole. Je pense que j'aimerais avoir de vous aussi, j'aimerais en fait que ce soit une vraie conversation, comme on dit de nos jours. Je vous remercie. Pour exprimer mon engagement à défendre et à promouvoir la culture en toute liberté, c'est-à-dire sans démagogie. Et en arrivant ici, bon, j'étais ici le 7 janvier dernier où nous avons organisé une journée scientifique d'hommage à Olympe Belly Kenom, qui est un grand écrivain, un très grand écrivain béninois. Olympe Belly Kenom est un grand nom, je les considère comme des trésors nationaux. Je les considérais déjà, pour reprendre l'expression des spécialistes, comme des trésors humains vivants. C'est ce que vous avez dit. Oui, oui. Voilà. C'est pour cela que je rendais hommage à Jean-Pierre déjà de son vivant, à M. Paul Razoumet, qui est l'oncle d'Alain Godonou, de son vivant, et ainsi de suite. Et en arrivant ici, j'ai vu quelque chose de nouveau, la plaque qui est là, qui indique donc passage de la liberté, avec en dessous une citation: non au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, c'est-à-dire la liberté. Voyez-vous, je suis contre l'excès. Il y a eu un excès. On a dit tout ce qui est de chez nous est mauvais. Nos religions, c'est mauvais. Nos traditions, c'est mauvais. Je viens d'un village où j'ai particulièrement senti cela. Je suis rentré du village mardi soir seulement. Et donc dans mon village, le vaudou c'est mauvais, danser c'est mauvais, ceci c'est mauvais. J'ai vécu ça moi, avant de lire cela. J'ai considéré que tout ça, dire que tout ce qui est de chez nous est mauvais, c'est un excès. Mais là, l'excès actuel qui est en train de se produire dans les têtes, quand un mal atteint la tête, je suis inquiet. L'excès actuel qui est en train d'atteindre la tête, c'est quoi? C'est l'équation culture égale vaudou. Et c'est dans le langage courant, on dit nos réalités culturelles et cultuelles, nos réalités culturelles et culturelles. Ce qui est culturel et religieux, pourquoi on ne dit pas religieux? Ce qui est culturel est déjà dans la culture. Je suis malheureusement professeur de français. Je m'excuse d'être professeur de français. Voyez-vous, bon, mais il se trouve que je suis aussi béninois. Je viens d'un village de l'Ouémé qui s'appelle Azoulisse. Je suis pas foncièrement de mon village, tout en étant professeur de français. Voilà. Et donc, je suis initié. Je ne vais pas dire comment j'ai été initié. Et j'ai appris donc à considérer les choses de chez nous avec respect. Je suis contre l'excès. Je crois que culture égale vaudou est un excès dans la tête et ça me choque.
Le vaudou, c'est une partie de notre patrimoine culturel. Bon. Les spécialistes se contentent de dire patrimoine, moi j'ajoute culturel. Bon, voilà. Le vaudou est une partie de notre patrimoine. Le théâtre est aussi une partie de notre patrimoine, et ainsi de suite. Lorsqu'on dit que notre patrimoine égale vaudou, et que l'on veut proscrire de la société ceux qui ne sont pas vaudouisants, j'ai peur. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes vaudouisant, les chemins vous sont ouverts. Si vous n'êtes pas vaudouisant, déclarez, surtout à Cotonou, parce que voilà, justement, Cotonou. Les gens défendent vaudou en français, ils sont incapables de le défendre dans leur langue maternelle. Moi, je parle correctement ma langue maternelle, je peux parler vaudou dans ma langue maternelle. Alors, je ne comprends pas ça, déjà. Vous défendez le vaudou, vous ne pouvez pas le faire en Adjagwe, ni en Fongwe, ni en Yoruba, et vous attaquez aux gens qui ont vécu à l'époque coloniale, qui ont fait quelque chose pour résister jusqu'à aujourd'hui, qui croient dans le vaudou, mais qui ne proclament pas cela. Alors, après une conférence quelque part, je ne sais pas ici, quelqu'un m'a dit, nous qui portons des noms chrétiens là, est-ce que nous devons disparaître? Je simplifie la question, c'était une lycéenne. Je suis content que le petit poète soit là. C'est M. Arouameni qu'on appelle comme ça. C'est lui-même qui a écrit, qui a choisi, ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui lui ai donné ça. Bon. Donc, voyez-vous, est-ce que nous qui portons des noms chrétiens, nous devons disparaître ou changer notre nom? C'est-à-dire quand aujourd'hui on dit, ou vous confessez le vaudou, ou alors vous disparaissez, j'ai peur. C'est par là que je voudrais finir. Merci, monsieur Alain Goudonou, de nous avoir amené à parler de ce qui nous concerne. Je vais finir par ceci. Les gens, les présidents là, les hommes politiques africains, qui considéraient que nos traditions, notre culture est un frein au développement, ils se trouvent simplement que c'était des incultes. Comment se fait-il que les hommes politiques soient des incultes? Ça, je ne peux pas le dire, hein, je ne suis pas d'histoire, mais quand on est vraiment de son pays, on doit savoir que la culture est un tremplin pour le développement. Voilà, merci beaucoup. Et j'ajoute ceci. Dans mon village, il y a une forêt sacrée. On parle beaucoup d'environnement, je pense que vous l'avez dit. Okay. Les forêts sacrées, je prends sacré dans notre sens à nous ici. Moi aussi, je peux dormir dans la chambre de ma grand-mère alors que je la vénère, ma grand-mère. Ma mère est enterrée dans une case qui est aménagée pour qu'on y dorme. Eh bien, dans mon village, il y a une forêt sacrée. Et c'est grâce à cette forêt. Aujourd'hui, encore, nous avons quelques essences, quelques plantes médicinales qui sont sauvegardées pour dire que notre culture avait déjà une façon de protéger l'environnement. On a entendu, vous avez soulevé les insuffisances de notre système, surtout le système éducatif. Comment est-ce que l'école africaine aujourd'hui ne contient pas des éléments qui permettent aux enfants, aux élèves, dès le bas âge, de connaître qui ils sont, de connaître leur culture? Alors, de votre position, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui a été fait ou sera fait dans ce sens? Qu'est-ce qui sera fait pour que nos écoles aujourd'hui commencent à intégrer ces éléments de savoir? Qu'est-ce que même les musées, parce que je parle par rapport à votre position, qu'est-ce que les musées aujourd'hui vont contenir pour nous informer sur le caractère éducatif, le caractère savoir scientifique de notre patrimoine? Et dans ce que vous avez dit, j'ai remarqué beaucoup plus une apesanteur, voilà, sur la culture du Sud. Effectivement, vous avez énoncé que c'est tout le Bénin entier. Alors, je voudrais demander qu'est-ce qui est fait ou sera fait pour amener ce focus qu'on a aujourd'hui sur la culture du Sud au niveau du Nord aussi, parce que le Nord fait partie du Bénin. Merci. Alors, monsieur le professeur,
je voudrais tout simplement vous demander si vous pouvez, de par votre position actuelle, aménager un bout de temps pour aller donner cette conférence de quelques 45 minutes là exactement aux membres du Conseil national de l'éducation. Parce que c'est à ce niveau. C'est à ce niveau que le programme est pensé, les programmes scolaires sont pensés. C'est à ce niveau que ces programmes sont évalués. Et en tant qu'inspecteur, métier que j'ai exercé pendant 20 ans, je suis très peiné que pendant tout ce temps, moi-même, je n'ai pas pu contribuer à asseoir les fondations de notre culture à travers nos programmes pour que la génération future cesse d'être étrangère à elle-même dans son propre pays. Je n'ai pas autre chose à dire que cette petite intervention et je vous remercie. Merci. Nos programmes d'études qui tardent à être corrigés. On attend souvent l'UNESCO qui doit valider les programmes pour la reconnaissance des diplômes académiques et autres. Si vous ne respectez pas tel programme, tel cursus, ainsi de suite, le diplôme n'est pas reconnu au niveau international et autres. Je ne sais pas à quoi on se conforme et on ne peut pas corriger ces programmes parce que même dans notre histoire, nous apprenons qu'il y a aujourd'hui il y a des histoires, des passages, des récits qui sont tronqués, ce n'est pas la vérité, la réalité qu'on nous a narré. Mais qui va s'occuper de ça et à quand? Quand est-ce qu'on aura la vérité sur les vrais récits de notre histoire? Voilà là ce qui me choque. Quand on parle du niveau de transmission, aujourd'hui, parce que tout à l'heure le conférencier a quand même exposé un petit peu une partie des initiatives qui sont prises par les exécutifs afin de pérenniser notre culture, la parler des Vodou Days et d'autres choses. Alors aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui peuvent être prises ou qui sont en train d'être prises pour encourager à mener la jeune génération à s'approprier leur culture dans un contexte où il y a une grande influence des cultures étrangères et où le monde est en pleine mutation. Merci. Oui, cher professeur, Vodou pour tout le monde, je pense que ce n'est pas l'intention, ce n'est pas le projet non plus. Et si c'est vu comme ça, c'est que l'effort de pédagogie n'a pas encore porté ses fruits. Moi-même, je suis catholique de naissance, baptisé, communié. Mais j'ai une grand-mère, je viens d'une famille, j'ai une grand-mère aussi qui m'a élevé. Je viens d'une famille avec un grand-père qui était un très grand vaudou. Et je suis vaudouisant par la culture, parce que c'est ce que j'ai toujours vu. Et c'est peut-être aussi, pour rejoindre la question que vous m'avez posée sur la place du Nord, des cultures du Nord, c'est que nous devons pédagogiquement aussi clarifier ce qu'aujourd'hui nous entendons par vaudou. Ce débat, cette clarification a eu lieu à l'interne chez nous. Peut-être que cette pédagogie n'a pas passé. Sous vaudou, nous mettons toutes les sensibilités et cultures, les expressions de religiosité, ce qu'on appelle les religions endogènes. C'est une façon de les fédérer. Ce n'est pas seulement le vaudou fond du Dahomey, non. C'est aussi Orisha, dans ses différentes composantes. C'est aussi Ulkumi, c'est aussi... par exemple, c'est bien de le dire, qu'est-ce que nous mettons dans le vaudou, parce que quand vous allez à Cuba, par exemple, au Brésil, vaudou, c'est quelque chose de particulier, et ça ne comprend pas, par exemple, les Orisha. Mais nous, ici, on a dit, bon, on ne va pas appeler chaque religion endogène, non. Que ce soit d'ici, que ce soit bantou, on met tout ça dans le même paquet, on l'appelle vaudou parce que bon, c'est ce qui nous grandit au Bénin. C'est la marque béninoise, on sait que
ouais, le vaudou vient d'ici, c'est incontestable. Oui. Et puis, l'autre chose aussi vient des études d'un aîné que vous connaissez très bien, le professeur Olabi Yahi, et qui, dans ses, paix à son âme, qui dans ses études enseignées aux États-Unis, au Brésil, a trouvé que, en fait, vaudou, c'est quelque chose qui a fédéré les Noirs, qui a fédéré l'ensemble des croyances que les Noirs qui venaient de tous les pays du continent ont portées. Et ils l'ont appelé vaudou. Ça, en fait, quand on observe le vaudou là-bas, dans ses pratiques, dans cette diversité, dans ses croyances, parfois ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons vaudou ici. C'est, bon, donc le vaudou a été ce noyau qui a fédéré parce qu'il avait ses forces, parce qu'il avait cette capacité à fédérer. Donc c'est comme ça qu'il faut entendre vaudou. En fait, c'est l'ensemble des religions, des expressions de religions endogènes. Donc les expressions traditionnelles, spirituelles et religieuses qui appartiennent au peuple du Nord, quels qu'ils soient, nous les mettons dans vaudou. C'est pour ça d'ailleurs que pour cette édition des Vaudou Days, que nous appelons édition 0020, l'édition de l'année dernière c'était l'édition 1.0, cette année on a dit à l'interne cette édition 2.0, c'est l'année prochaine ça sera l'édition 1 parce que ça a été des tests pour voir, les deux premières éditions étaient des tests pour voir ce que ça va donner. Mais au-delà de ça, vous devez savoir que Niki, qui a une grande royauté, bon, ce programme, si on peut critiquer, mais prend en main et veut valoriser les grandes organisations sociales. Niki, tout ce qui s'est passé autour, empire, royaume, c'est une force d'organisation. Parce que quand on dit royaume, quand on dit Niki, ça veut dire aussi là, sur ce territoire-là, il y a une capacité sociale d'organisation, de reconnaissance, et que ce n'est pas les Blancs qui ont amené l'organisation sociale chez nous. Vous savez, il y a un grand palais, le palais de la Gani, qui est en chantier, qui soit fini, je crois, pour le prochain Gani, le palais du roi de Niki, et il y a un travail en ce moment sur les traditions du cheval dans cette région, parce que cette région est une grande région de cheval qu'on ne connaît plus. Ça aussi, c'est quelque chose qui se perd. Les grands cavaliers, Bariba, on ne les connaît plus. Ces grandes traditions-là, qui sont aussi un art, a complètement disparu. Et je suis en train de discuter aujourd'hui avec les rares experts de cheval, de culture de cheval traditionnel, qui se trouvent plutôt au Burkina Faso, pour venir nous aider à faire remonter ces traditions-là. Donc voilà, du point de vue culturel, le chantier que tout le monde peut voir, qui se déroule en ce moment à Niki, sans parler de tout l'effort qui a été fait de l'autre côté pour le classement, disons, de ce qu'on appelle vulgairement les Tata Somba, mais qui est l'habitat des Beta Maribel, qui aujourd'hui ont été poussés pour être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et sur lesquels des travaux aussi vont commencer, parce que là encore, par l'observation, par ce que cela a généré comme savoir-vivre et savoir-faire, il y a énormément à apprendre. Alors, pour retomber donc sur le Conseil national de l'éducation, qui est l'organe qui, de façon suprême, décide ou oriente pour les contenus de programme. Quand nous avons fait cette vaste étude sur le contenu des programmes en Afrique, bon, évidemment, ça n'existait pas, hein. Je parle de 1990 et des années 2000, quand j'ai lancé ça. Mais nous avions discuté avec des gens comme vous, ceux qui étaient inspecteurs. C'était les instituts pédagogiques en Afrique. Hein. On a beaucoup étudié, discuté en Afrique de l'Ouest ici, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, avec eux. Et pour avoir été directeur hors siège à l'UNESCO, pas seulement directeur de la culture, mais directeur du global dans des régions entières, je sais que les réformes de l'éducation sont compliquées et complexes. En tant qu'ancien directeur régional UNESCO, pour avoir piloté, avoir essayé d'aider les pays à faire les réformes, on dit qu'il faut faire attention. Parce que pour qu'une réforme porte ses fruits, c'est minimum 10 ans. Vous le savez, minimum 10 ans. Sauf que nos hommes politiques
ils changent d'opinion à tout vent. Un nouveau venu va dire, ah bon, ça là qui a été fait, ça c'est pas bon, on va encore changer. Mais vous ne pouvez pas apprécier quelque chose qui va maturer en 10 ans, sur 2, 3 ans, vous avez changé encore, vous ne pouvez pas l'apprécier. Et ça, c'est aussi le danger de nos réformes et les catastrophes qui se produisent dans l'éducation. On aimerait, c'est pas seulement chez nous, hein, vous allez en France, ils changent tous les 2 ans. Un nouveau ministre, il y a un nouveau programme, etc. Et puis les enseignants ne se retrouvent plus. Et ça, c'est un véritable problème. Nous regardons de près, j'étais en mission récemment en Finlande, à Helsinki, nous regardons de près les pays dont les systèmes éducatifs sont reconnus comme les plus performants au monde. Mais ils ne changent pas tout le temps comme ça. Ils ne font pas des réformes tout le temps. Donc, nous savons que les réformes de l'éducation, moi je le sais, sont délicates et difficiles. Et si on n'est pas sûr qu'il y aura de la stabilité à moyen et long terme, ce n'est pas la peine de s'y aventurer. Et ce que nous avons conseillé, là je reviens à mon manteau d'homme de la culture du patrimoine, quand j'étais directeur de l'école du patrimoine africain, ce que nous avons proposé, c'est de développer, de renforcer tout ce qui se passe autour de l'école. Parce que l'école, c'est une armée. C'est la deuxième institution la plus disciplinée au monde. Il y a un certain nombre d'heures à respecter, il y a des cases à remplir, il y a des programmes à suivre. Quand vous sortez de là, vous risquez d'être banni. C'est ça qu'on appelle une armée. Il y a une discipline. Bon, donc nous essayons de renforcer tout ce qui peut servir de support pédagogique à l'école. C'est le rôle des musées, c'est le rôle des bibliothèques, c'est le rôle des espaces culturels comme ceci, qui sont des endroits qu'il faut encourager les familles à aller. Et ça, c'est quelque chose qui peut être plus facilement mis dans les programmes scolaires. Les sorties pédagogiques, l'organisation d'activités culturelles. Ça l'a été une fois, je suis un enfant de la Révolution populaire. Ça l'a été une fois et ça a donné un élan, ça a créé beaucoup d'artistes. Je pense qu'Aloubri Dine ne me démentira pas si je dis qu'il est un enfant de la Révolution populaire. Parce que ces classes, il les a faites dans ce cadre-là, qui l'ont amené ici. Donc, c'est les conclusions de cette étude, comme l'éducation, c'est un mammouth, comme on dirait ailleurs, il est difficile à manipuler, il faut l'aider à s'appuyer sur tout ce qu'il y a autour et qui peut porter ces éléments culturels que nous souhaitons introduire dans le programme. Mais encore faut-il disposer dans ces institutions périphériques des femmes et des hommes capables de transmettre ces éléments-là. Ce n'est pas facile. D'où l'attention, et je vous remercie ici, portée à la formation des gens qui rentrent chez nous. Je ne vais pas en dire plus. Je viens de piloter une étude à Abomey pour la réhabilitation des palais royaux. Et j'ai interrogé les techniques d'architecture de terre, de la paille, de la charpente. Je les ai interrogés dans un but pédagogique, didactique, pour sortir avec des manuels qui peuvent enseigner, qu'on peut utiliser pour apprendre comment on met la paille, comment on fait une charpente, comment on pétrit la terre pour bâtir en terre, comment on fait les bas-reliefs, comment on fait la sculpture des portes. Et pour le faire, j'ai dû faire appel à ce qu'on appelle les compagnons, qui sont les artisans traditionnels les plus pointus au monde. En France, c'est un compagnonnage français, qui ont travaillé récemment sur la fameuse cathédrale qui a brûlé en France, pour les mélanger, pour les faire venir à Abomey, pour les mélanger aux artisans d'Abomey, qui avaient perdu un peu les savoir-faire, mais qui avaient encore un peu la main, mais ne savaient plus très bien ce qu'ils faisaient. Donc, le mélange de ce groupe-là a donné quelque chose de très intéressant. Ils sont arrivés, ils ont fait des bâtiments témoins, interrogé les techniques et écrit tout ça. Je lui ai dit ça, on transmet ça au ministère de l'enseignement technique et professionnel pour qu'ils s'en inspirent
pour essayer d'introduire ça dans les programmes, ne serait-ce que des lycées techniques professionnels. Parce que je me suis rendu compte que, nos artisans ne savaient plus parce qu'il n'y avait pas la demande. Plus personne ne veut construire en paille ou en terre, charpente en bois, non. Il n'y avait plus de demande, donc évidemment, ils nous ont négligé leur formation. Les rares qui avaient encore un peu de main, bon, ils fabriquent ça n'importe comment. Et en plus, voilà, la demande n'existant pas, ce truc étant dévalorisé, bon, ça n'intéresse personne et ça entraîne la dégradation des palais. Alors que quand moi je l'ai découvert, je ne le savais pas au début, quand on sait maîtriser la paille, ça peut durer 40 ans, ça peut durer 50 ans, une pose de paille. C'est une question de savoir et de maîtrise. Et ça, nous l'avons appris. Et c'est beaucoup de choses. C'est d'abord le choix. Et en travaillant, en faisant travailler les artisans d'Abomey avec les compagnons français, aujourd'hui, on sait où se trouve la meilleure paille au Bénin. C'est dans le nord. Ça pousse à l'état sauvage. On sait la saison pendant laquelle il faut aller couper ça. Exactement. C'est de décembre à janvier, février. Si vous ratez ça, vous n'avez pas... Si quelqu'un vous vend la paille en dehors de ça, la qualité n'est pas bonne. Et on sait comment faire les bottes, comment les relier pour que ça dure plus longtemps que d'habitude, les 5 ans maximum que ça dure en ce moment. Et pour la terre, on sait aujourd'hui comment pétrir. On sait que toutes les carrières, on ne faut pas aller chercher n'importe quelle terre, c'est une question de carrière. Les anciens savaient ça. Les 47 hectares là, ce n'est pas n'importe quelle terre qui a été utilisée pour ça. La charpente, disons pareil. Comment on monte une charpente? Moi, j'ai appris qu'il n'y avait pas de charpentier au Bénin. Il y avait des menuisiers qui essayaient d'être charpentiers. Que c'est une profession à part. Donc tout ça, on l'a remis en place avec le centre de formation professionnelle d'Abomey. Ça s'est passé là. Et ça a donné de très gros volumes pédagogiques sur voilà, comment on fait, etc. Et j'ai critiqué vertement l'ordre des architectes et urbanistes du Bénin pour dire, mais vous faites des études d'architecture, vous êtes architecte, vous parlez de matériaux locaux, mais en fait, vous ne les maîtrisez pas. Vous ne les avez pas étudiés. Aucun n'a étudié ça. Vous êtes incapable. Moi, ce que je fais quand j'étudie un sujet pour voir comment c'est justement transmis, le Bénin n'est pas grand, Cotonou n'est pas grand, je rentre dans les principales librairies à Cotonou. Notre-Dame, Sonaec, voilà. Disons, c'est les deux grands temps. Et je regarde ce qui est disponible sur le sujet dans ça. Je regarde les manuels de maçonnerie, de machin, etc. Je regarde systématiquement le manuel d'appui à l'éducation. Qu'est-ce que, un élève, un maître, qu'est-ce qu'il trouve? Malheureusement, c'est souvent très vide. Où est-ce que vous voulez que les enseignants trouvent les choses? Si on ne produit pas du matériel pédagogique. L'éducation, c'est un autre sujet avec le conseil de l'éducation. Mais si on ne produit pas du matériel pédagogique, comment on veut que les enseignants se débrouillent? Et la production du matériel pédagogique, c'est quelque chose de délicat, c'est une profession, c'est un métier, c'est pas n'importe comment. Moi, pour monter l'école du patrimoine africain, j'ai été obligé d'aller en Côte d'Ivoire. Ils avaient à l'époque un institut pédagogique excellent. Quand vous voyez les programmes qui sortaient, le travail qu'ils faisaient, je suis tombé admiratif. Je suis allé les voir à Abidjan. J'ai dit, bon, j'aimerais faire des programmes qui durent, qualitatifs, disons, dans le temps. On s'y est mis, c'est un savoir-faire, c'est un savoir faire des programmes. Construire un parcours d'apprentissage. Donc, il faut aussi que ces équipements qui existent, qui doivent servir d'appui, c'est ce que j'allais dire, aient des ressources pour construire des programmes conséquents qui fassent passer les messages qu'on veut y faire passer. Voilà ce que je peux répondre. Je pense que j'ai passé en revue. Je regarde. Donc, l'organisation de la transmission pour comment notre vraie histoire, c'est aussi ça. On a des éléments sur lesquels nous tombons tout le temps. Mais il ne faut pas non plus simplifier l'histoire. De ce point de vue, je vais encore reprendre l'exemple d'Abomey sur deux thématiques que les Béninois connaissent. C'est à Dandozan et puis c'est Tassi Hangbe. Qui ont été deux noms
qui, à un certain moment de l'histoire, ont été rayés de la dynastie royale d'Abomey. Aujourd'hui, de nouveau, avec le travail des historiens, ils sont réintroduits. Ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas toujours facile, il faudra du temps. Quand je pilotais la construction du siège du CAFRA, qui est là, vous pouvez voir Abomey à côté du palais Guézo. Le CAFRA, c'est le conseil d'administration des familles royales d'Abomey. Bon, un nouveau siège dans le palais Béhanzin. Il faut mettre des bas-reliefs dessus. Donc, et il faut mettre les bas-reliefs de tous les rois. Évidemment, dans 12 ans, État Sirangbe étant réhabilité de nouveau par les historiens, accepté apparemment, on a voulu mettre leur bas-relief qui existait. Mais ça a été une discussion aujourd'hui encore rude avec les familles royales, avec le pouvoir royal à Abomey. Il y a des gens qui ne voulaient pas. Et je sentais que ce n'était pas la volonté du roi Béhanzin qui est là, mais qu'il avait lui-même une pression. Il devait m'appeler la nuit, etc. La solution qu'on a trouvée, c'est on a mis ces bas-reliefs, mais on les a mis dans un endroit où ce n'est pas immédiatement visible. Ils sont sur ce petit palais-là, avec les 12, mais ils ne sont pas immédiatement visibles. Il faut qu'on vous les montre, qu'il faut qu'on aille derrière dans les coins pour vous les montrer. Mais ils sont là. Ça veut dire qu'il y a encore, dans cette société-là, des débats sur ce qu'on appelle, vous appelez la vraie histoire. Moi, je suis historien de formation, mais il n'y a pas de vraie histoire. Et pour vous dire, c'est l'exemple de Tassi Hangbe. Est-elle reine? A-t-elle été reine ou pas? Il y a certains qui disent qu'elle a été reine, d'autres non, elle n'a jamais été reine. Il y a des circonstances qui ont fait qu'à un certain moment, elle s'est retrouvée au trône par tricherie, etc. Mais le débat d'historien n'est pas là. C'est la question même qui est intéressante. Pourquoi dit-on ou nie-t-on qu'elle a été reine ou qu'elle n'a pas été reine? La question est là. C'est ça qui est la richesse de notre culture qu'il faut prouver. Ce n'est pas de décider parce qu'on a un certain pouvoir qu'elle est reine. Non. C'est de dire, mais voilà, il y a ceux qui disent qu'elle est reine parce que. Il y a aussi dans notre tradition, on dit, elle est jumelle, automatiquement, son frère jumeau ayant été roi, on peut considérer qu'elle a été reine. Qui disent que non, c'est pas comme ça, elle n'a pas eu les cérémonies normales d'intronisation, voilà. Donc, ça introduit des choses profondes sur la conception de la royauté dans notre société. Et je peux vous dire que ce débat-là, même à l'intérieur des familles, ça continue. Bon. Mais ce n'est pas à l'historien de fixer, ça c'est la vérité, non. Il dit, bon voilà, il y a ce débat-là, point. Il n'y a pas de vérité à asséner, il y a ça. On fait avec. On ne l'efface pas, mais voilà la situation. Sans parler de tous les autres aspects. C'est comme vous avez commencé par mes litanies de famille. Quand j'étais beaucoup plus jeune étudiant historien, et ce que mon prof François de Medeiros m'avait enseigné, sur la litanie de famille. Quand on étudie les litanies, vous avez par exemple les Bédé Ayator, qui sont les forgerons. Vous avez deux litanies, Bédé Ayator. À un certain moment, ça diverge. Et il y a deux attitudes. Il y a ceux qui cherchent à avoir la vraie litanie. Mais la vraie, donc, veulent simplifier et dire ça c'est le vrai, l'autre c'est pas vrai. Non, la vraie litanie n'existe pas. Pour l'historien, c'est là où ça diverge là, c'est là où il y a l'histoire. Ça veut dire que quelque chose s'est passé là. C'est ça qu'il faut creuser pour savoir. Ce n'est pas chercher à dire ça c'est le vrai, non. S'il y a divergence, l'histoire commence là où il y a la divergence. Il y a forcément quelque chose à trouver là. Moi, c'est la formation que j'ai reçue. Mon intelligence s'éveille quand il y a divergence. Ça veut dire qu'il ne faut pas taire, et les choses sont tues, il ne faut pas les taire. Essayons de savoir.
Voilà. La disparition des panégyriques. Il y a des familles, lorsqu'on récite de panégyrique, les gens disent « Ah, ça, je n'en veux pas. Parce que moi, je suis chrétien, moi, je suis musulman. » Ça, c'est le diable. Donc, tout fout le camp. Je pense qu'on ne peut pas parler de la... Je n'ai pas suivi la conférence, je suis arrivé en retard. J'étais à une autre invitation. Je pense que la question de nos langues nationales est au cœur du problème. Il y a quelques années, je revenais de Parapou et nous sommes arrêtés à Kilibo. Le bus s'est arrêté et un ami est monté, il s'est assis à côté de moi, on discutait, enfin naturellement c'est bien discuté. Et il a dit voilà, tout le monde parle français maintenant. Mais quand grand-maman, grand-papa viennent à la maison, dans quelle langue est-ce qu'ils parlent avec les enfants? La transmission intergénérationnelle, elle est perdue. Les parents, eux, ne sont pas là. Nous, comme nous le savons bien, c'est quand ils ont fini de travailler, qu'ils ont fini avec le service et tout ça, qu'ils ont le temps de se consacrer à des enfants qui eux-mêmes ne sont plus là en ce moment-là. Donc il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser. Celle-là me vient à l'esprit et je voudrais donc demander l'avis de M. Codonon sur la question. Merci. Tout à l'heure, vous avez abordé une question que j'ai beaucoup appréciée, celle du caractère sacré des marchés. Et aujourd'hui, le pouvoir en place est en train de procéder à la rénovation et au déplacement de ces marchés-là, donc le marché d'Antokwa, qui a une grande histoire et qui est l'un des plus grands de la sous-région. Alors moi, je me demande, ce marché, là où il sera situé à nouveau, il est à côté de moi et j'ai l'habitude de me promener dans la zone. Et personnellement, moi, je ne m'identifie pas trop. C'est vrai, je n'ai rien contre le souffle de développement qu'instaure le pouvoir en place, mais je ne m'identifie pas trop à ce marché. C'est beau, c'est sain, c'est agréable à voir, mais je me pose la question, ce marché sera déplacé. Est-ce qu'il va toujours conserver son caractère sacré? On est en train de parler d'appropriation culturelle, de transmission. D'ici quelques années, que ce soit nos jeunes sœurs, nos enfants, petit à petit, ils viendront et ils vont plus voir ce marché-là qui a pourtant une grande histoire. Donc, certes, je me dis qu'il y aura peut-être des annales auxquelles il faudra se référer, mais est-ce que ces annales-là pourront témoigner, pourront faire office de témoignage comme cela se doit et à ce marché-là, bien sûr? Et là, il se pose un problème de transmission. Est-ce que la transmission sera fidèle? Et moi, je me demande, est-ce que le gouvernement, quelque part, on est en train de révéler le Bénin en passant par la culture, mais est-ce que quelque part, on n'est pas en train d'enterrer certaines choses aussi? Donc, vous avez soulevé la question. Je me suis dit que ça serait bien de poser la thématique également. Merci. Merci. Le débat d'aujourd'hui, ce n'était pas sur la question de la langue, mais la question de la langue, oui, il faut une attention à nos langues parce que la culture, ça passe par la langue, c'est évident. Ça renvoie au programme aussi scolaire. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de réflexions autour du sujet. Pour résumer, je dirais que la position du Bénin, il y a d'autres pays qui ont d'autres positions, c'est de dire, nous sommes sur des peuples divers et variés, on a plusieurs familles linguistiques chez nous, ça sera économiquement compliqué de faire tout dans toutes les familles linguistiques. Le français, c'est en quelque sorte une langue de travail de liaison, comme l'anglais là aujourd'hui, et l'anglais va s'ajouter. L'anglais va s'ajouter au français pour les Béninois, et qu'il faut juste le considérer comme langue pratique. Et maintenant, comment on assure la mission de nos autres langues, le sujet reste ouvert. C'est encore en famille, c'est encore dans des espaces culturels, c'est encore des petites fenêtres à l'intérieur du programme de l'éducation. Il y a des tests qui sont en cours en ce moment au niveau de l'éducation pour l'enseignement à certains moments en langue nationale. Apparemment, ça donne de bons résultats. Les enfants apprennent plus vite dans leur langue maternelle. Mais nous sommes
il faut toujours pas l'oublier, une société multi-composante. Voilà. Donc, il y a eu des débats, hein, ce problème. Si je suis ici à Cotonou, j'ai un Fon, j'ai un Bariba, j'ai un Yoruba dans la classe, dans quelle langue j'enseigne, voilà. Donc, il y a des problèmes pratiques. Ça ne se pose pas pour d'autres problèmes. Le week-end dernier, j'étais au Sénégal, à Dakar. Et ils commencent à enseigner en Wolof parce que là-bas, tout le monde parle Wolof. Il y a une sorte de langue nationale et tout le monde parle Wolof. Ben, ça nous gêne, nous, les étrangers, parce que les Sénégalais, ils passent toujours en Wolof. Ils commencent par le français, mais ils finissent toujours en Wolof. Bon, voilà. Eux, ils ont cet avantage d'avoir produit une langue de communication, le Wolof, que tout le monde comprend. Bon, nous, on n'a pas cet avantage-là, voilà. Il y a des problèmes pratico-pratiques qui se posent. J'ai fréquenté beaucoup la Corée du Sud, un pays qui édite beaucoup. Et tout l'enseignement est en coréen. Mais c'est un pays un peu moins grand que la France, mais tout aussi puissante. Et eux, ils traduisent systématiquement tout. Tout ce qui sort d'intéressant dans le monde, dans les langues anglais, français, machin, espagnol, ils le traduisent en coréen. La Corée du Sud, je pense, c'est le pays qui traduit le plus au monde, parce que son système éducatif est en coréen. La Corée du Sud édite chaque année autant de livres, va-t-on dire, j'avais les statistiques à l'UNESCO, que l'ensemble des pays africains sur les 60 dernières années. Une année. L'édition, ce que c'est, il faut aller dans ce pays pour savoir ce que c'est que l'édition. En une année, encore dans les années 2000, ils éditaient de livres plus que l'ensemble des pays africains sur 60 ans. Parce qu'il y a une culture de livres, voilà, parce que justement, ils traduisent, ils enseignent dans leur langue, qui est une langue, disons, chinoise en famille, et ils ont une industrie qui traduit. Si vous voulez traduire Descartes, il existe en coréen, il faut qu'il existe en fond. Voilà. Donc, il faut aussi que les sociétés puissent se donner les moyens de leur volonté. Et quant à la question du marché d'Antokwa en particulier, il faut considérer tous les aspects du sujet. Je pense que un aspect qui a prédominé ici, c'est que ce marché, quand on se projette sur sa population qui croît, il finira par être asphyxié. Donc la décision qui a été prise, c'est de le déplacer en partie, de créer et de spécialiser des espaces. Un marché de gros qui nécessite véritablement parce qu'il y a un besoin, qu'il y ait des gros camions de livraison qui puissent arriver. Il y a des routes qui se font maintenant, c'est ce qu'on appelle le marché de gros. Puis d'autres marchés de détail plus spécialisés. Mais je suppose, je souhaite et je crois, on s'en rendra compte si on n'a pas fait, chacun de ces marchés-là doivent avoir les règles sacrées des marchés de chez nous. Même si le pouvoir central ne le fait pas parce qu'elle peut dire que ce n'est pas son rôle, les utilisateurs de ce marché-là vont se rendre compte à un certain moment que telle chose se passe, il y a de mauvais esprits, et vont le faire individuellement ou collectivement, comme ce qui se passe sur le marché Wando à Porto-Novo actuellement, où il y a eu des tentatives de chantier, etc. Et bon, il y a des groupes qui se sont levés pour dire « Ah, on n'a pas respecté l'esprit du marché. Il faut faire ci, il faut faire ça. » Et l'État a été obligé de revenir en arrière. Donc, ça aussi, et je suis certain, je suis béninois, je connais la force de certaines de nos us et coutumes. Les utilisateurs, individuellement ou collectivement, vont se mettre ensemble pour dire « Ah, il faut qu'on fasse telle chose pour le marché parce qu'on ne vend pas bien, parce qu'on investit, parce qu'il y a tels incidents, que ce n'est pas normal, etc. » Donc, le marché va forcément retrouver sa sacralité de ce point de vue-là. Parce que ce qui se passe dans le marché, dans nos us et coutumes, ce n'est jamais un hasard. Voilà. Voilà ce que je peux vous répondre.
Mais, objectivement, en pensant en termes de planification du territoire, on peut concéder que le marché d'Antokpa devenait petit et à terme pouvait être dangereux et inaccessible. S'il a été construit quand le Bénin, le Dahomey avait 1 500 000 habitants, Cotonou était à 100 000 habitants, aujourd'hui Cotonou est à 1 500 000, disons 2 millions d'habitants, c'est une autre échelle. Il faut qu'on tienne compte de ça aussi. Le mauvais développement, il est ailleurs. Il y a quelques années, l'un de mes cours à l'école du patrimoine africain, c'était l'esprit des lieux, où je mettais ensemble les conservateurs du patrimoine, les architectes, les urbanistes, et on parlait de l'aménagement du territoire. Et quelque chose qui n'est pas très souvent dans nos villages, une route va passer. Et parfois, ça traverse une forêt sacrée, ça traverse les tombes d'une famille. Personne n'ose parler. On dit, ah, c'est le développement, la route, c'est le développement. Mais quand je faisais ces cours récemment, il y a toute une génération qui aujourd'hui est très habile et qui continue de m'envoyer des choses qui disent, ah, la route voulait passer. Moi, je suis allé voir les ingénieurs, on a discuté et ils l'ont dévié. C'est toujours possible. Il faut savoir que c'est toujours possible parce que quand je faisais ces cours-là, l'esprit des lieux, pour dire les lieux ont un esprit, si on vous dit que c'est le développement, vous pouvez discuter. Si la route passe à un endroit où vous estimez que là, il ne doit pas passer, vous discutez, je suis sûr que l'entreprise va dire, ah oui, on peut dévier. Mais il faut discuter quand c'est encore possible. Ça veut dire qu'il faut être vigilant, il faut avoir les plans en avance, il faut pouvoir parler, etc. Et je peux vous dire qu'ici au Bénin, ça s'est passé plusieurs fois, et par des cadres qui ont suivi ces cours et qui m'ont écrit pour dire, ah oui, on ne savait pas, mais là, ils voulaient faire ça, on est allé, on est monté au créneau, on a été bien accueillis, on a discuté, et comment vous pouvez... La route a été faite, mais ça a été dévié. Donc, parfois, on a plus de pouvoir qu'on ne pense. Et on laisse faire parce qu'on pense que c'est comme ça. Parfois, il suffit seulement de dire non. Voilà. Je peux vous donner plein d'exemples, disons, de ce type. Vous connaissez le palais des congrès, non? C'est fait par les Chinois. Il y a quelques années, bon, mes collègues architectes, ingénieurs qui travaillaient dans le ministère, machin, étaient furieux. Ils disaient qu'ils n'avaient pas les plans. Il n'y a que les Chinois qui avaient les plans. Je pense de ça, je me disais aussi. Chaque fois, il faut les appeler. Donc, j'étais dans une association, on avait le pouvoir, on se réunissait, bon. On a invité l'ambassadrice, c'était une dame, disons de Chine, pour dire, mais notre administration se plaint, c'est une association, se plaint de ci et de ça, vous n'avez pas laissé les plans. Et que c'est compliqué pour entretenir, il faut seulement vous... C'est quel type de coopération ça? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle nous a répondu, qui est écrit, signé, daté. Elle a dit, mais personne ne nous a jamais demandé les plans. C'était un samedi parce qu'on le faisait le samedi. Et le lundi, elle a envoyé les plans. Donc, il suffisait de demander. Et non de se plaindre pour dire ça, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Parfois, nous avons, je le dis toujours à vous, jeunes, vous avez plus de pouvoir que vous ne pensez. Merci beaucoup à Alain Godonou. Merci vraiment. Et merci à tous ceux qui sont venus ici pour l'écouter. Et tout ça, c'est dans le cadre de nos 20 ans, les 20 ans de l'EITB, École internationale de théâtre du Bénin. Quelque chose que nous avons commencé et qui fait son chemin. Et qui ira loin. Parce que, des fois, à tous ceux qui sont passés par ici, qui sont là, qui sont... Pour ceux qui étaient un peu paresseux, ils sont devenus des travailleurs lorsqu'ils sont arrivés ici. Et je vous signale, tout ce que vous voyez, c'est peut-être des techniciens que nous appelons pour que les pailles soient comme dans les palais. Comme dans les palais, comme des gens, nous évitons des spécialistes pour que ce soit dans les normes. Sinon, on fait tout nous-mêmes ici. Voilà. Et je vous assure, je suis très heureux d'être avec ces jeunes parce que je pense que
c'est ce que Alain disait tout à l'heure, il suffit de demander. C'est que les gens ne sont pas, ils ne savent pas souvent ce dont eux-mêmes ils sont capables. Il suffit de les lancer, de les mettre à l'œuvre, et puis ils deviennent des spécialistes, ils deviennent des gens qui pensent désormais les choses et qui questionnent ce qu'ils font. Mais l'avenir le prouvera. Nous sommes en train de faire ici, dans cette école, de grandes expériences, de façon d'aborder l'art, le théâtre singulièrement. Et les preuves se font tous les jours, même si ce n'est pas encore visible. Mais je pense que avec tous ces ruisseaux, ça finira par devenir un grand fleuve. Alain est venu et la tradition, c'est que celui qui vient donner la conférence inaugurale de l'année, la promotion prend son nom. Voilà. Donc, comme l'année dernière, on n'avait pas fait de conférence inaugurale parce que on était dans un grand chantier, il y avait les catapillars qui grondaient autour de nous. Et on ne pouvait pas. Et cette année, on le fait. Ça veut dire que ceux qui étaient là l'année dernière n'ont pas pu avoir de parrain. Et ceux qui cette année ont apporté la chance et il y a un parrain. Donc ils se partagent le parrain. C'est deux promotions qui partagent le parrain Alain Godomou. Merci beaucoup. Merci. Oui, nous sommes restés longtemps ensemble. Il faut quand même qu'on partage quelque chose, même si c'est des petits pains et puis quelques petits copains. Merci à vous et vraiment merci. Mais vous qui avez parlé de la question du déplacement du marché, pour vous dire que les choses sont possibles. Vous savez, l'unité Bédine, il était ici. Vous savez qu'on a rasé beaucoup de choses. On a rasé tout, pas beaucoup de choses. On a tout rasé. Mais lui, on l'a laissé. Pourquoi? Il n'est pas un politique, il n'est pas là, il n'a jamais voté, il n'est pas dans le pouvoir. Il dit beaucoup de mal du gouvernement. Mais on l'a laissé. Parce qu'on a estimé que ce qu'il faisait ici était important. Et il peut vous dire que non seulement on l'a laissé, et qu'on lui a accordé plus de possibilités encore pour qu'il se développe. Avant, on était sur 3100 mètres carrés. Maintenant, on est sur 4000 mètres carrés. Et les négociations sont en cours pour qu'on puisse nous installer un bâtiment de niveau. Merci Alain, merci vraiment. Merci beaucoup. C'est bon? Voilà. Donc Alain, vous êtes combien en première année? Deuxième année.